Vous écoutez Voix de médecin avec le département des Côtes-d'Armor. Qualité de vie, pratiques coordonnées, pôle pluridisciplinaire, venez vivre, partager et exercer dans les Côtes-d'Armor. C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de WhatsApp Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. Cet été, nous vous proposons de redécouvrir les meilleurs moments de Voix de médecin. À chaque épisode, des récits intimes et le point de vue de médecins sur différents thèmes. La mort, c'est un tabou en France, c'est incroyable. Tous les médecins, on a notre cimetière, c'est une manière un petit peu gore de dédramatiser les choses. Les instants de la mort, c'est plutôt pluriel, plutôt que le moment de la mort. Je crois que j'ai choisi l'orthopédie parce que c'est une spécialité dans laquelle on n'est pas confronté en théorie à la mort. Quel est le rapport des médecins à la mort de leurs patients ? Alors que certains y sont confrontés au quotidien dans leur spécialité, la mort est un ancien et parfois douloureux souvenir de l'internat pour d'autres. Chaque médecin que nous avons rencontré l'accepte, la gère, la conçoit à sa manière. Et c'est ce que nous allons explorer dans cet épisode best-of de Voix de médecin. Attention, cet épisode aborde des thèmes difficiles. Moi, avant de voir mon premier mort, j'étais, je pense, comme tout le monde, c'est-à-dire que moi, la mort, pour moi, c'était la mort au cinéma, donc c'est ces gens alanguis, tout roses. Beaucoup de médecins ont découvert la mort au tout début de leur cursus. Et elle ne correspondait pas toujours à ce qu'ils avaient imaginé. En fait, la mort, c'est quand elle survient, ça transforme une personne en très très peu de temps. Docteur Marie Gilbert, infectiologue à Paris. Il y a un jaunissement de la peau, il y a un flétrissement, il y a et puis il y a c'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique qui apparaît très rapidement. Et visuellement, c'est une énorme claque. On ne peut pas faire autrement que de voir la visualiser en fait, la sentir, la vivre quoi. C'est pas traumatisant parce que moi, les premières morts que j'ai vécues, je m'en souviens pas exactement, et c'est pour ça, je pense que c'était pas traumatisant. C'est que c'était des personnes dont le décès n'était pas forcément complètement attendu, mais probable dans les jours à venir. Généralement des personnes très âgées ou avec des maladies qui allaient de toute façon nous quitter bientôt et qui étaient dans des dispositifs de soins plutôt d'accompagnement et de réduction des prises en charge curatives. Donc ça devait probablement être pendant mes premières gardes où on nous appelle dans les étages pour constater les décès, et donc voilà, on constate quoi. Mais par contre, le visuel est frappant. La première mort à laquelle j'ai été confrontée, je me souviens pas, mais par contre la première mort qui m'a vraiment touchée. Docteur Véronique Mignac, médecin en médecine polyvalente. J'étais interne, c'était une dame qui mourait aussi d'un cancer d'ailleurs. J'étais passée la voir le matin, je la sentais pas bien et surtout extrêmement angoissée quand elle était toute seule. D'ailleurs elle sonnait beaucoup pour les infirmières, les aides-soignantes. Elle m'avait dit, est-ce que vous pouvez repasser en début d'après-midi ? J'ai été passée en début d'après-midi. Et là, elle m'accroche par le bras et elle me dit, je sens que c'est la fin, j'ai vraiment besoin que vous restiez jusqu'à la fin. Et là, je me suis dit, waouh, est-ce que je peux faire ça ? D'abord parce que j'ai plein d'autres patients à voir, parce que j'ai plein de trucs à faire. Et j'ai fait le choix de rester. Et j'ai passé 2h30 cet après-midi-là avec elle, sans qu'ils se disent forcément grand-chose. Il y a plein de moments où on parlait pas. Je me souviens très bien au début de me dire oh, non mais qu'est-ce que je fous là, et avec le temps finalement je suis là, je lui ai dit oui, donc je tiens ma parole, je reste là, je vois encore très bien son visage. Après en soins palliatifs, j'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre de personnes où là par contre je me souviens d'une chose que je me suis dit, c'est qu'on dit tout le temps le moment de la mort, un peu comme dans les films où on voit le dernier souffle et tout ça, alors qu'en fait c'est pas exactement comme ça dure un peu. Il peut y avoir une respiration, puis encore une, alors qu'on s'y attend pas, et puis le patient respire plus, puis son cœur bat encore. C'est plutôt les instants de la mort, c'est plutôt pluriel, plutôt que le moment de la mort, quoi. Et finalement ça c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir un peu découvert avec ces expériences-là. La première fois où j'étais confronté à la mort, c'était principalement en stage de dissection. Docteur Yacine Benarbia, médecin généraliste et échographiste à Paris. C'était difficile. Quand on rentre dans la chambre, le soir, dans une pièce qui était au dernier étage, c'est un peu glauque. Ça fait un peu penser comme ce qu'on était dans les films d'horreur.
Au début, oui, c'est très effrayant. J'osais pas personnellement, vous voyez, quand on devait disséquer des corps, c'était très difficile. Mais au fur et à mesure du rapport avec une personne décédée, c'est comme si on appréhendait moins le fait de se confronter à la mort. Et du coup, au fur et à mesure des soirs qu'on allait faire la dissection, c'était moins compliqué pour moi de suivre un cours d'anatomie sur un corps décédé. Et après, c'est aussi ce rapport idéologique avec la mort. En fait, nous, on apporte des soins, on guérit pas, en fait. Hein. Donc, on apporte les soins suffisants pour pouvoir maintenir la personne en vie, hein, et qu'elle franchisse pas cette barrière de la mort. Et souvent, ces soins ne suffisent pas. Certains médecins vivent très mal cette réalité, au point que le rapport à la mort peut guider certains choix de spécialité. À Dijon, on était obligé de passer en neurochirurgie quand on était ortho, parce que c'était eux qui faisaient la chirurgie du rachis. Docteur Sébastien El Saïr, chirurgien orthopédiste à Lyon. Puis à une visite, je me souviens, je la voyais avec son petit bébé où elle était, je sais plus, j'ai cette image d'elle, et je sais pas, le gamin, son enfant devait avoir 2-3 mois. Elle avait attendu d'accoucher pour se faire opérer de sa tumeur cérébrale, et du coup elle allait en mourir en fait. Et c'était terrible. Là, ce jour-là, je me suis dit, c'est bon, c'est sûr, je veux pas avoir de cancéro, quoi. Et ce choix, je l'avais déjà fait un peu en amont parce que ma maman est décédée d'un cancer digestif et je m'étais déjà dit, c'est bon, quoi. Je veux pas aller, j'étais déjà en médecine, c'était pour l'internat, quoi, juste avant de passer l'internat. Je me suis dit, c'est bon, je veux pas faire... Enfin, je le dis aussi beaucoup, avec beaucoup de pudeur, mais peut-être d'honnêteté, mais je crois que j'ai choisi l'orthopédie parce que c'est une spécialité dans laquelle on n'est pas confronté, en théorie, à la mort. J'ai beaucoup de respect pour tous mes consoeurs et mes confrères qui côtoient ça. Moi, j'en suis incapable. Et c'est vrai que cette dame-là, là, je la vois dans sa chambre, là, à la visite, avec son enfant, là, dans les bras. Je la verrai toute ma vie. Je me dis, waouh, quelle leçon de courage. Elle a attendu pour avoir son enfant, la porter. Enfin, ça me noue la gorge quand je vous en parle. Ouais. Pendant les années d'études, je m'orientais plutôt vers de la médecine légale. Docteur Yael Lévy-Zoberman, gynécologue obstétricienne à Paris. J'ai réussi à goupiller pendant mon externat quelques stages en médecine légale et notamment mon stage final après le concours de l'internat où j'ai travaillé pendant 2 mois à la morgue en Australie à Sydney. Et à mon retour, au moment de choisir la spécialité, je me suis dit que finalement, j'avais pas l'impression à faire des autopsies pendant l'été, que j'avais fait une vraie différence pour qui que ce soit d'une certaine manière. Oui, c'était important de savoir de quoi ces gens-là étaient morts, mais finalement, ils étaient quand même déjà morts. Après, dans le métier de gynéco-obstétricien, la mort, c'est un peu notre trouille absolue, soit que ce soit celle d'un nouveau-né ou que ce soit celle d'une parturiente, d'une maman. Un des trucs qui est extrêmement difficile pour moi, par exemple, c'est ce qu'on appelle les morts fétales in utero, quand en fin de grossesse, pour une raison le plus souvent inexpliquée et qui va rester inexpliquée parce qu'on trouve rarement des causes, un fœtus quasiment à terme va mourir in utero dans le ventre de sa mère. Et donc ça va souvent se présenter par quelqu'un, une patiente qui va venir en disant « je sens plus mon bébé bouger depuis tant de temps » et puis on va essayer de trouver des battements du cœur et pas les trouver, faire une échographie et constater que le fœtus est mort. Avant d'avoir mes propres enfants, c'était toujours un moment particulièrement douloureux, l'annonce à un couple ou à une maman que son bébé est mort à l'intérieur. Et c'est devenu clairement intolérable pour moi depuis que j'ai mes propres enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment là, ça fait plusieurs années que je suis passée entre les gouttes parce qu'on en voit 2 ou 3 par an ici. Mais ça, c'est vraiment une de mes grandes terreurs, à avoir à affronter ça avec les patients et arriver à garder son calme, à pas pleurer soi-même parce que souvent quand même on n'est pas de pierre, quoi. On a quand même des émotions un peu de temps en temps. Et donc ça, c'est un des trucs qui est très difficile pour moi. La première fois en fait que ça m'est arrivé, c'était mon 2e stage de gynécologie. La femme aurait pu déjà avoir accouché, on était à 38 ou 39 semaines d'aménorrhée. C'était très tard dans la nuit, ou ouais, peut-être 11h ou minuit. Et j'étais jeune, j'avais, je pense, 26 ans. J'étais de garde avec un vieux gynécologue qui en était à sa 300 millième garde et qui était probablement saoulé, fatigué. Voilà, il avait plus très envie de se lever, quoi, la nuit. Et donc j'ai fait le diagnostic et puis j'ai appelé le seigneur de garde pour lui dire et lui demander de venir m'aider dans cette situation. Et il m'a dit, il est mort, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait, débrouille-toi. Il est resté dans son lit. Et je l'ai très mal vécu. Cette sensation de solitude face à la mort des patients, de nombreux praticiens l'ont ressenti. Pour la digérer, chacun a sa manière de faire face. J'ai connu divers décès dans
l'unité d'hospitalisation. Docteur Odile Amiot, psychiatre en région parisienne. L'overdose d'un jeune qui s'était fait procurer des toxiques par des petits copains qui avaient des autorisations de permission et qui a fait l'overdose dans sa chambre, qui a été retrouvé par l'infirmière lors du passage de fin d'après-midi. Donc ça, c'était vraiment terrible comme sentiment de ne pas avoir pu le protéger suffisamment. On ne se dit pas qu'à l'hôpital, c'est là qu'il va faire son overdose. Et en même temps, l'hôpital, c'est pas une prison. On fouille pas les gens quand ils rentrent, quand ils sortent. On peut pas tout contrôler, même si on est d'une vigilance extrême. Et je me souviens particulièrement du cas d'un suicide d'un patient qui effectivement présentait un état dépressif sévère, qu'on suivait à plusieurs pour qu'il soit vu de manière régulière. Je me souviens avoir sollicité ma chef le vendredi soir disant « faut vraiment que tu le vois, je suis pas sereine ». Et elle me disait « écoute, c'est moi qui suis d'astreinte samedi matin, ça tombe bien, je serai là aussi ». Donc vraiment le sentiment qu'on était conscient de la sévérité de la situation et que toute l'équipe était mobilisée. Le patient nous tenait des propos presque rassurant en disant « mais oui, je suis très suicidaire, mais vous inquiétez pas, je ferai pas ça ici, je vous ferai pas ça à vous ». Et le lendemain, on l'a retrouvé pendu à la poignée de porte avec son écharpe, en fait. Et ça a été un gros choc pour tous. Forcément, on se demande si on a tout fait, si on aurait pu faire plus, si... On se remet en question. On parle beaucoup, on débriefe. Bien sûr, on a des réunions pour reprendre ça en équipe, des réunions de soutien, où effectivement, je pense que on essaye de revoir tout ce qu'on a fait et surtout de pas se culpabiliser, de pas chercher le tort de qui que ce soit. Je pense que dans les équipes, tout le monde fait de son mieux. On peut passer à côté d'un signe de quelque chose qu'on n'aurait pas vu, mais encore une fois, on n'est pas tout puissant, on peut pas tout éviter, on peut pas prédire les actes de nos patients. Donc oui, on débriefe beaucoup, on parle beaucoup. Moi, j'étais accusée d'avoir des réunions trop longues, mais parce que c'est fondamental, en fait. C'est un partage d'informations qui est fondamental. Dans ma pratique, je suis très régulièrement confrontée à la mort. Docteur Marie Selvi, chirurgienne viscérale à Béziers. Que ça soit pour des patients qui sont très âgés et à qui, pour une pathologie aiguë, vont décompenser et on ne les sauvera pas, ou des patients de cancérologie. Je fais des annonces de cancer toutes les semaines. On est très technique, hein. Voilà, vous savez que vous me voyez parce que vous avez un cancer. La plupart du temps, ils n'ont pas entendu le discours de l'oncologue qu'ils ont vu avant moi, parce que moi, en tant que chirurgien, normalement, je viens après, mais la plupart du temps, ils ont de nouveau le choc. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais quand on fait cette annonce-là et qu'on voit leur vie se briser dans leurs yeux, là, c'est terminé, c'est l'annonce du cancer. Et puis après, il faut enchaîner sur la prise en charge, la chirurgie, les modalités opératoires, les risques opératoires, la réa, etc. C'est lourd pour eux. C'est lourd pour eux et nous, ça nous rappelle toutes les semaines que la mort est toujours là. Elle fait partie de notre pratique. On pose aussi beaucoup dans ma spécialité des chambres implantables pour les débuts de chimiothérapie avec des gens qui sont très anxieux. C'est l'entrée dans la maladie. C'est sous anesthésie locale, donc on leur parle pour essayer de les rassurer tout en leur posant ce boîtier. Ça nous permet de rester humbles, je pense. Malheureusement, en tout cas moi, quand j'ai fait mes études médicales, on n'avait aucun cours de psychologie. On n'avait rien pour essayer de savoir comment annoncer aux gens, comment être empathique, et nous, comment le vivre. Parce qu'il y a aussi, nous, comment on digère tous ces morts. On dit en rigolant que tous les médecins, on a notre cimetière. C'est une manière un petit peu gore de dédramatiser les choses. Moi, je dirais que l'accompagnement le plus important que j'ai eu, c'est parmi mes amis, parmi mes collègues chirurgiens, où on parle du rapport qu'on a à la mort, du rapport à nos patients, où on se dit, des fois, on est des générations où on arrive un peu plus à verbaliser, où on se dit, là, je le vis mal. On arrive un peu plus à verbaliser notre mal-être et en étant à plusieurs, ça passe toujours mieux. Un jeune patient de à peine 20-25 ans. Docteur Julien Cabaton, anesthésiste à Lyon. S'était tiré une balle dans la tête et donc était, dans mes souvenirs, en mort encéphalique dès son arrivée. Et en fait, sa mère est arrivée quelques heures après en pensant que son fils était cassé la cheville ou le poignet en faisant le réveillon du Nouvel An. Et en fait, son fils, il avait visiblement déjà prévu de mettre fin à ses jours. Il avait laissé une lettre et tout. Et ce qui est marquant, c'est de devoir annoncer la tragique nouvelle. Quand c'est quelqu'un de son âge, qu'on voit sa mère arriver, on s'imagine effectivement... que cette mère qui arrive, ça pourrait être votre mère, quoi. Et du coup, forcément, on y pense à son chagrin, et voilà. Ces choses-là, elles sont aussi très amplifiées par la fatigue, hein.
Faut, je pense, vachement le signaler. L'anesthésie-réanimation, là, c'est vraiment... c'est des travailleurs de nuit. Hein. Et puis surtout, en réanimation, entre guillemets, la double peine émotionnelle, c'est que au moment où on dit ça, on doit d'emblée penser à la suite. Pour un jeune de 25 ans qui est en mort encéphalique, mais dont le reste de l'organisme en, entre guillemets, bon état, c'est est-ce qu'il peut donner ses organes ? Et en fait, même si on est fatigué à 4h du matin, qu'on a envie de pleurer, et que j'ai certainement dû pleurer à cette époque, eh ben, on doit d'emblée parler de ça parce qu'on sait que l'acte de ce jeune homme, il va peut-être sauver 5 vies, quoi. Un cœur, les poumons, le foie, des reins et d'autres organes encore. Et que, ben voilà, donc le job, c'est d'emblée y penser. Et puis, ben, il y a des façons de comment présenter les choses. Il y a des équipes qui organisent les greffes qui sont là tout de suite. Toute la charge de tout ça ne repose pas sur le médecin qui a tenté de sauver la vie du patient. Mais voilà. Et ça, je pense, c'était vraiment très, très marquant dans mon internat, en tout cas en réanimation. C'est en partie pour cette question du don d'organes que de nombreux médecins veulent lever le tabou qui pèse encore sur la mort et la fin de vie en France. J'ai été confronté très vite à la mort. Alors, vous dire quel est le premier, non, impossible. Docteur Benjamin Rimaud, gériatre en région parisienne. En tant qu'externe à l'hôpital, on est vite confronté finalement à ce genre de choses. Très fréquemment aux urgences, au SMUR. Et puis moi, c'est mon quotidien en fait. Donc la mort, c'est un tabou en France, c'est incroyable. Et donc j'essaye de diffuser la bonne information, ou en tout cas, je dirais même à 18 ans, on devrait déjà en parler. On devrait déjà avoir fait ces directives anticipées parce que tout peut arriver. On a bien eu les cas Lambert, on a bien vu ce que ça a donné. Moi, je m'aperçois qu'avec les familles, la première chose que je leur pose quand ils arrivent, comme question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la fin de vie de leurs proches ? J'ai les boîtes de mouchoirs sur mon bureau. Mais au fond, de leur poser ça lève tous les tabous. Mon rapport avec la mort, avec les années, a changé certainement. Docteur Elsa Mana, neurologue à Paris. Avant de faire un travail sur la fin de vie pour la Société française de neurologie, j'étais dans le moule de la médecine contemporaine sur la fin de vie. C'est la médecine très technique qui ne veut pas voir la mort en face, qui considère que la mort ne relève pas du soin, ne relève pas de la continuité de la vie. Au Moyen-Âge, on ne voulait pas voir la mort, on la mettait en dehors des cités. Ensuite, il y a eu la religion qui a essayé de nous réconcilier avec la mort. Et ensuite, le XXe siècle, avec la technicité de la médecine, on a voulu remettre la mort quelque part pour l'éloigner de nous, et on l'a mise à l'hôpital. Et à mon sens, il faudrait la remettre dans la société, parce que c'est quelque chose avec lequel il faut se réconcilier. J'ose en parler avec mes patients. Lorsque j'annonce une maladie d'Alzheimer, alors pas lors de l'annonce, mais sur le suivi du patient, à un moment donné, je vais parler de directives anticipées. Je vais parler au patient de comment il envisage la fin pour essayer de faire en sorte que la fin soit la plus sereine possible et de l'envisager d'une manière très pragmatique, très ouverte et sereine, surtout sereine. La mort, professeur François Damas, qui réalise des euthanasies en Belgique, y est confronté très souvent. Pour lui, elle peut être belle et apaisée. Un bel exemple, c'est celui d'un ancien voisin qui m'avait appelé parce qu'il avait un cancer dépassé, que j'ai rencontré 2-3 reprises. Et il avait parfaitement bien préparé les choses avec son épouse, son fils et sa fille. Sa fille, au départ, qui ne comprenait pas du tout, qui habitait dans une autre ville et qui devait revenir voir son papa de temps en temps et qui ne comprenait pas pourquoi son père voulait un peu précipiter les choses. Elle savait vraiment atteindre une grave maladie qui était devenue incurable. C'est quelque chose qui a évolué sur plusieurs années. Au bout de l'évolution, il avait des ennuis majeurs, mais qui n'altéraient pas son état général. Il avait encore une bonne présentation. C'était pas quelqu'un qui était amaigri et à bout de souffle. Il avait une cystite hémorragique. C'était épouvantable. Donc il a décidé de mettre fin à son calvaire. Il a bien fait les choses parce que quand il m'a appelé, il m'avait dit « Tu viendras mardi, tu peux venir pour 15 heures, ce serait bien ». C'était une belle après-midi ensoleillée. Il avait fait pousser son lit dans le jardin. On a partagé un dernier repas ensemble. On a ensuite pris le temps pour son épouse de faire un vrai cérémonial, un vrai rituel d'adieu, pendant que sa belle-fille jouait d'un instrument un peu tibétain. Là, il y a eu donc toute une série de textes lus, etc. Et puis
Lorsque ça s'est terminé, il m'a dit, voilà, maintenant on y va, c'est à ton tour. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait. Et il s'est endormi très paisiblement, comme toutes les anesthésies, on s'endort toujours paisiblement, mais rapidement. Et donc j'ai pu parler avec sa fille après, qui était rayonnante. Parce qu'au départ, elle était extrêmement anxieuse et inquiète de perdre son père, elle trouvait ça. Et puis elle était revenue, en fait, le week-end avant, elle avait pu passer tout le week-end et le lundi avec son père dans une atmosphère d'apaisement. On sait que c'était la fin, puisqu'il faut bien mourir. Il avait choisi une manière de partir accompagné, dans la paix, dans la sérénité. Et il avait réussi à faire comprendre ça à sa fille. Ils avaient pu échanger les paroles qu'un père et sa fille, ou sa fille et son père, peuvent échanger de manière importante avant le dernier départ, la dernière séparation. Personne n'a pleuré, en fait, à la fin. Oui, il y a eu quelques larmes, bien sûr, mais ça n'a pas été le chagrin immense. Non, ça a été un bonheur partagé de le voir partir comme ça. Elle m'a dit, je ne le remercierai jamais assez d'avoir pu nous donner ça comme cadeau. Quand j'évoque des euthanasies, j'ai des larmes aux yeux très vite. Il ne faut pas être impressionné parce que malheureusement, ma capacité de maîtrise n'est pas suffisante à cet égard. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Voix de médecin partout où vous écoutez des podcasts. Voix de médecin est un podcast de WhatsApp Doc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!